Dans le cadre de l'édition 2019 de la foire de Libramont, Libramont TV a le plaisir de recevoir Ramon Reintjens. Vous êtes actif à la Société Royale Forestière, vous êtes dendrologue et on va savoir un peu mieux ce que ça veut dire. Avant d'entrer dans ce sujet, quand vous entendez le thème de cette année, qui construira nos villes de demain, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire l'avenir de la forêt par rapport à ces problématiques qu'on a de dépérissement, entre autres l'épicéa, des problèmes, des attaques continuelles dans le Douglas, qui est une nouveauté, tout dernièrement dans le mélèze, le hêtre qui a soif, les chênes qui sont attaqués par l'oïdium, par des champignons. Bref, ça veut dire que oui, les villes de demain pour remplacer l'acier et le béton, puisqu'on peut faire des buildings de 30 étages en bois, clairement, tout l'avenir de construction en bois, qui sont en plus, on a maintenant des phénomènes de canicule invraisemblables, en tout cas les bâtiments en bois, on voit bien qu'eux sont naturellement isolés, c'est des endroits de vie agréables, donc oui, clairement. Et qui stockent le carbone. Et qui en plus stockent le carbone, effectivement, c'est clair. On va revenir au chemin que vous prenez, mais avant, parlez-nous un peu de votre métier. Vous êtes dendrologue forestier, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors bon, dendrologie, en fait, on appelle ça la science de l'arbre. Bon, je ne l'ai pas étudié, mais plutôt visiter quantité de collections botaniques et ornementales dans le monde entier. Je fais ça avec mon épouse depuis les fins des années 80. Et c'est là que j'ai pu découvrir et voir une quantité d'essences qui sont très très belles dans les parcs, mais qui ont parfaitement un rôle à jouer au niveau forestier. Et vu d'ailleurs lors d'autres excursions, entre autres avec la Société forestière, mais avec d'autres sociétés forestières, rencontrer aussi d'autres associations d'essences que l'on utilise dans nos parcs et dans nos jardins, dans les arboretums, mais qui ont été utilisées par d'autres un peu partout dans le monde à destination de produits et de bois de qualité en forêt. Alors, vous venez de faire allusion à la souffrance de certaines essences. Est-ce que vous avez peur pour la forêt ? Oui, aujourd'hui, oui, je dirais qu'en plus 2 années consécutives de canicule, même si on exagère très vite le terme de canicule, on a des étés chauds, secs, on a connu ça. Moi, je me rappelle, gosse, il faisait mourant de chaud, etc. Donc, c'est simplement sur la durée et le côté répétitif de périodes sans pluie qui commence à être inquiétante. Et là, on voit vraiment qu'on a beaucoup de souffrance au niveau des herbages pour le bétail et autres, mais aussi en forêt. Là, on voit vraiment des plantes qui meurent sur pied, qui se dessèchent. On a des têtes qui perdent leurs feuilles et leurs aiguilles. Et ça, ce sont des phénomènes que je n'ai jamais vus. C'est une barrière climatique qui est en train d'évoluer, sans doute ? C'est une vieille histoire. Hein. La migration des barrières climatiques, ça a commencé il y a des centaines, voire des milliers d'années. Le phénomène s'accélère. Peut-être, oui. Mais surtout, on en voit maintenant réellement la réalité qui était annoncée il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, où on parlait des premiers effets du réchauffement climatique. Là, maintenant, on commence à voir seulement les effets. Alors vous travaillez là-dessus et vous mettez au point des parcours pédagogiques au terme d'une expérience qui a maintenant une trentaine d'années. Quelles sont les essences qu'on trouve dans vos parcours pédagogiques ? Bon, on en a essayé une quantité, tant en résineux qu'en feuillu. En tout cas, le premier cheval de bataille que j'ai commencé en 1998, où je me suis dit, on en parle, allons-y, par quoi est-ce que je commence? Alors, je suis descendu évidemment dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, pour aller voir quelles sont les essences là-bas, et j'ai commencé par amener le cèdre de l'Atlas, que j'ai mis directement en mélange avec le cèdre de l'Himalaya, qui lui, curieusement, vous me dites, oh là là, celui-là, l'Himalaya, c'est le froid, ça se passe très bien. Et puis petit à petit, on a commencé à chercher toute une série d'autres essences et entre autres, on a découvert des choses très étonnantes, comme souvent le croisement de 2 variétés donne un résultat comme Claudia Schiffer et Einstein, en ce sens, c'est que l'un est le cyprès, l'autre est le faux cyprès. Le premier résiste à la chaleur et à la sécheresse sur des sols très caillouteux et l'autre résistait à l'hiver et au froid. Eh bien, le croisement des deux fait une essence tout à fait surprenante au niveau forestier. Alors, comment voyez-vous l'évolution de la forêt ? Alors justement, en feuillu comme en résineux, c'est maintenant de faire des placés de décès de façon à se rendre compte réellement de comment ces associations d'essences, parce que clairement il faut passer au système de la monoculture vers des associations d'essences, pour toute une série de raisons qu'on pourrait étaler, mais clairement c'est choisir des essences qui résistent beaucoup plus à des longs phénomènes de forte chaleur, de sécheresse.
Ça, c'est clairement l'objectif numéro 1 et c'est ce qu'on retrouvera, dans les 38 placettes qui maintenant existent depuis 1998 et qu'on visite souvent là, avec la Société forestière, entre autres. Alors, vous m'avez parlé d'essence à haute valeur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, clairement, tout le monde a connu le Condro dans les années 80 où il y avait des ormes tout le long des avenues, c'était magnifique. Ils ont été attaqués par un insecte, ils ont disparu. Ces ormes-là, ça se vendait plusieurs centaines d'euros. Et donc, c'était un bois noble, mais qui avait une haute valeur de vente. Aujourd'hui, les résineux plafonnent à 75-80 euros du mètre cube. Les chênes s'envolent, mais les autres feuillus, comme le hêtre, sont à des prix de misère. Donc, je me suis mis dans l'optique de chercher des bois à haute valeur le jour de leur vente, et si possible avec des cycles relativement moyens, courts, et certaines longs, de façon à ce qu'en ayant un gros revenu et plusieurs revenus, puisqu'on fait du court, du moyen et du long terme, on a les moyens de continuer à planter continuellement chaque année ces essences. Et en sachant qu'on les vend plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1 millier d'euros, même parfois plus, ça permet de faire toute une série de travaux de jardinage. Ça devient de la forêt jardinée, ce que j'appelle les vergers à bois, parce qu'il faut les élaguer, les tailler, mettre des tuteurs au début. Mais après ça, on fait vraiment des bois de haute valeur qui permettent de retrouver l'investissement de départ. Comment est-ce que vous êtes accueilli dans vos démarches? Vous avez parlé de la Société royale forestière. Il y a une forme de public qui vous suit? Alors oui, il y en a 3, qui est la Socofor, qui est la coopérative forestière en Belgique, qui est très bien implantée, avec un paquet de propriétaires. La Société royale forestière, qui s'occupe plus de la partie vraiment sylviculture. Et aussi NTF, qui est un syndicat de propriétaires. Et les 3, dont j'ai été d'ailleurs administrateur, pas chez Socofor, mais dans les 2 autres, j'accueille les assemblées générales, j'organise des excursions, et franchement, chaque fois qu'on dit l'ombre limitée à 50 personnes, on se retrouve à 80 ou plus. Donc c'est dire qu'il y a vraiment une demande. On en parlait avec Jean-Pierre Scueil l'année dernière ici à Libramont, sur les journées de la forêt, où il disait « mais on va planter quoi demain ?» Le châtaignier est rouluré, le chêne meurt, le hêtre est dessicqué, enfin il crève de soif, le Douglas est attaqué, maintenant le mélèze est attaqué. Bref, on a vraiment plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, Vous travaillez aussi en collaboration avec l'université? Oui, alors j'ai l'université de Jean Blou qui depuis pas mal d'années me suit dans le domaine des aulnes. Et également, maintenant, dernièrement, j'ai une doctorante qui fait tout un travail sur le bouleau, parce qu'on s'esquinte souvent à planter quelque chose et on passe son temps à couper du bouleau pour le dégager, alors qu'en fait, avec le bouleau et en ayant parfois du semis naturel d'épicéa, de Douglas, de pin sylvestre ou de mélèze qui viennent s'installer, vous avez une forêt naturelle qui se met en place sans faire d'effort, il faut juste à un moment donné un petit peu dépresser. Et ça, c'est un super projet, ça. Ça marche bien. Ça vous passionne, manifestement? Ah, clairement, oui. Qu'est-ce qui vous passionne? D'abord, léguer à mes enfants un patrimoine forestier que moi j'ai reçu de mon père, et celui-là, il doit être en état et productif, parce qu'il n'y a rien à faire. La filière économique, sans l'économie, tout s'arrête. Et donc, clairement, ce qui me passionne, c'est de leur amener, c'est peut-être un peu avant-gardiste pour le moment, mais c'est quelque chose qui leur permettra d'avoir des revenus, de pouvoir participer à la construction. Vous parlez de la ville de demain, ben là, clairement, et c'est de fournir du bois à la filière qui en a absolument besoin. Et justement, par rapport aux constructions en bois, est-ce que vous encourageriez aujourd'hui quelqu'un à construire en bois? Clairement. Pour quelle raison? Le dernier hall que j'ai dû construire pour l'entreprise qui prenait de l'essor, je l'ai construit entièrement en bois. Et aujourd'hui, les bureaux comme la partie habitation, ça reste frais. Et dans les journées qu'on a aujourd'hui, dans la maison que j'habite depuis toujours, qui est une maison avec des vitres ventilées, etc., mais il fait mourant, quoi. Ça refroidit pas, la toiture passe à travers. Et pourtant, elle est isolée. Mais dans la maison en bois, c'est plus confortable. Donc clairement, oui. Puis je pense que c'est un matériau d'avenir. Puis il y a le carbone aussi. Stockage du carbone, ça je pense que tout ce qui est charpente, il faut consommer du bois parce que là, on fixe au moins du CO2 dans les charpentes, clairement. Et dans les ossatures bois. Le lame-les collé, il y a des applications incroyables dans le bois pour le moment. Nous sommes à Libramont, vous connaissez très bien l'événement. Comment vous vivez Libramont? Je le connais très bien parce que dans les années 80, j'étais exposant avec tous mes Unimoc ici. J'étais entrepreneur de travaux forestiers agricoles. Et donc, moi, ça a toujours été une plateforme où quand j'ai besoin de matériel d'abord pour l'entreprise, puisqu'on est aussi une entreprise de travaux forestiers, en parc et jardin aussi, je viens chercher ici du matériel. Mais alors, bien sûr, il y a toute une série de données didactiques qui sont intéressantes. À plein de points de vue, vous avez des associations partout. C'est franchement un pôle dans lequel toute personne qui est un minimum impliquée dans des aspects
de culture, d'élevage, de production de bois ou que sais-je, et même pour du matériel d'entretien, la connaissance, du savoir, il y a enfin, c'est extraordinaire comme panel là, ici. Une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous êtes fier d'avoir fait pour la forêt? Je pense que c'est l'investissement que j'ai commencé dans les années 98 quand j'étais interpellé par ça. Et je pense, oui, j'espère en tout cas, moi je m'en fous personnellement, je n'en tire rien, mais j'espère que d'autres vont pouvoir bénéficier de ces recherches, à commencer par mes enfants, mes petits-enfants, mais surtout que d'autres participent. Et ça c'est mon rôle, je pense que c'est un rôle, parce que au plus on est nombreux à implanter des nouvelles essences, au plus on va créer une masse critique qui fait que les industriels à un moment donné vont pouvoir adapter leurs machines, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Par contre, on va aussi dans le sens de tous ceux qui achètent du bois pour faire du mobilier. J'entends souvent des chaînes françaises, des très gros constructeurs de mobilier qui disent on a toujours la même chose, quand est-ce qu'on va un jour avoir des textures de bois un peu différentes, un rendu différent, on veut se différencier. Eh bien, c'est l'occasion. Là, ils auront des bois et du matériel qui, une fois traité, donnera des rendus différents que les gens risquent d'apprécier, oui. Merci beaucoup, Ramon Reintjens. Merci d'être le dendrologue que vous êtes. Forestier, les deux. Merci.